Chers téléspectateurs de la chaîne YouTube Les Confs d'Université, je tiens à vous informer que cette émission a été enregistrée le vendredi 11 octobre. En raison du temps nécessaire pour monter cette longue vidéo, nous ne sommes en mesure de la diffuser que ce 24 octobre. Nous vous remercions donc chaleureusement pour votre fidélité et votre compréhension. Je voudrais également souligner que l'introduction de cette vidéo rédigée il y a plus de 10 jours fait écho de manière surprenante, je dois le reconnaître, au discours prononcé aujourd'hui par le président français Emmanuel Macron lors de sa conférence de presse en faveur du cessez-le-feu au Liban. Dans ce discours, il remet en cause la théorie du choc des civilisations, une idée que je questionne également dans l'introduction de cette émission. Je vous invite donc à garder cela à l'esprit avant de visionner cette émission. Mon cœur saigne pour le Liban. Je suis aux États-Unis depuis 15 ans, mais le Liban a toujours été et restera toujours et à jamais dans mon cœur et dans mes pensées. On est à 42 000 morts à Gaza, 17 000 enfants à Gaza. On est à presque 1000 morts, 2000 morts au Liban, 9 000 blessés, 1,5 million de déplacés et on s'en fout. Si c'est un arabe ou un musulman, immédiatement on est dans le contexte du terrorisme, alors que si c'est un blanc, on est dans le contexte de maladie mentale. On parle de ça. On parle de politique de remplacement qui est encouragée par les Nations Unies et l'Union européenne. Pourquoi? L'Union européenne ne veut pas des Syriens musulmans, mais il y a beaucoup de Syriens en fait qui sont au Liban, mais qui rentrent chez eux pour les vacances et reviennent au Liban. On ne peut pas être réfugié comme ça. Soit on est réfugié parce qu'on ne peut pas rentrer chez soi. Bonjour à toutes et à tous, Salem. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des circonstances que personne n'aurait souhaitées. Mireille, je suis heureux de te voir parmi nous, mais peiné par ce qui se passe dans ton pays, le Liban. La dernière fois, tu étais venu pour nous parler de ton travail sur la littérature francophone féminine au Liban. Et tu nous avais également parlé d'une monographie sur le droit international et tu avais évoqué un point complexe, notamment le Hezbollah. Un sujet déjà à l'époque difficile à traiter, mais maintenant cette tragédie ajoute encore plus de complexité. Alors pour ceux qui nous écoutent, qui ne nous connaissent pas, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, Les Confs d'Université, à liker, commenter, affoler les commentaires. Ce n'est que de cette manière que notre chaîne aura de la visibilité. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Et l'actualité est brûlante, sans mauvais jeu de mots. Si l'on regarde la chronologie récente de cette région du monde, il y a d'abord cette occupation en Palestine, qui date depuis 70 ans. Je ne vais pas donner les détails de l'intervalle, je vais directement parler de l'attaque du 7 octobre 2023. Ensuite, bombardement massif sur Gaza, officiellement contre le Hamas, dont l'organigramme a été largement démantelé. Et se sont étendus au Liban, avec des frappes ciblant le Hezbollah. Il a frappé des cadres du Hezbollah, et en réponse, l'Iran a répliqué avec 400 missiles, des frappes historiques. 400 missiles pour une seule victime, oui, un Palestinien en Cisjordanie. Cela paraît incroyable, mais c'est pourtant historiquement la plus grande frappe de missiles balistiques jamais réalisée contre Israël. Question importante, est-ce que l'Iran devait riposter? Alors géopolitiquement, l'Iran joue un rôle central dans la région, notamment à travers ses liens avec le Hezbollah. Cette frappe prouve une chose, l'Iran peut frapper des bases aériennes et des infrastructures comme les plateformes gazières en Israël. Autre conséquence directe, le prix de l'or et de l'hydrocarbure. C'est de mauvais augure. Malgré une stabilité temporaire ces derniers jours. Le Liban, lui, souffre terriblement. Ses infrastructures agricoles sont détruites. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Et le pays est déjà en pleine crise, avec une inflation galopante. Tout cela s'ajoute à une situation déjà désastreuse. Alors, revenons à une question plus simple. Bombarder des civils, qu'est-ce que ça veut dire? Le droit international est pourtant très clair. On doit protéger les civils, mais dans la réalité, ces règles sont souvent contournées, bafouées. Pourquoi? Parce que la guerre dépasse les balles et les bombardements. La guerre, c'est aussi une guerre d'idées, une guerre de perception. Au Moyen-Orient, on est au cœur d'une géopolitique d'échecs. Est-ce une guerre de territoire,
une guerre d'influence ou, comme dirait Samuel Huntington, est-ce un choc des civilisations, une guerre de culture, une guerre de vision du monde? Alors Huntington, dans son article de 1993, disait dans les grands conflits à venir seraient civilisationnels. En voyant ce qui se passe ici, on peut vraiment se poser la question. Et puis, il y a cette autre vision, celle d'Edoui Plenel, qu'il remet en cause dans son livre Le jardin et la jungle. Il critique cette vision du monde où l'Europe et plus globalement l'Occident serait un jardin et le reste du monde une jungle. C'est une rhétorique qu'on entend souvent chez certains dirigeants israéliens, qui voient leur pays comme une villa dans la jungle. C'est une vision clivante, très particulière, mais confortée par l'Occident. Mais avant d'aller plus loin, n'oublions pas les faiseurs de paix. Ils sont nombreux, en Israël comme ailleurs. Ceux qui œuvrent dans l'ombre, ceux qu'on n'entend pas dans les médias, ceux qu'on n'invite pas dans les médias. Ils existent et il ne faut pas les oublier. Alors Mireille, avant de rentrer dans le vif du sujet sur le droit international et toutes ces questions liées au terrain libanais, dis-nous comment vont tes proches, tes amis, nos collègues là-bas sur place? Comment survivent-ils au quotidien dans un pays où chaque jour peut se transformer en champ de bataille? Wajid, merci infiniment pour cette invitation et pour l'opportunité de parler du Liban, de mon cher pays. Mon cœur saigne pour le Liban. Je suis aux États-Unis depuis 15 ans, mais le Liban a toujours été et restera toujours et à jamais dans mon cœur et dans mes pensées. Pour la question de la famille, les amis, écoute, j'ai de la famille à Beyrouth, j'ai de la famille au nord. Le Liban est petit. On est tous connectés, que ce soit les communautés chrétiennes, les musulmanes. En gros, tout le monde se connaît. Comme une bonne famille arabe, tout le monde se connaît. On a toujours des cousins, des tantes, des oncles quelque part. Donc, du coup, en plus, le Liban est très, très petit. Et donc, du coup, vraiment, j'ai de la famille un peu partout au Liban et les amis d'enfance, les amis d'école, à la fac. Et l'angoisse y est. Donc, nous, pour la diaspora, on se réveille chaque matin et franchement, genre, on a une liste de gens avec qui communiquer pour voir qui est encore vivant. Et à ce point, parce qu'au fait, les bombardements, on a l'impression que c'est visé, mais au fait, on sait très bien que c'est plus le cas. Hein. Mais aussi de côté des Libanais, parce que leur angoisse est beaucoup plus grande que la mienne. Et donc, du coup, du côté libanais, c'est vraiment au jour le jour. C'est impossible de planifier, c'est impossible de penser à un avenir. Vraiment, on est à chaque heure, on vit dans le moment. Il y a la panique. Il y a la crainte, il y a l'angoisse, il y a tout ce qui est post-traumatisme. Et en plus, il y a des tensions non déclarées entre les Libanais eux-mêmes parce que, bon, il y a la solidarité libanaise au moment de la crise même, mais en même temps, il y a beaucoup d'angoisses qui ne sont pas dites. Par exemple, il y a beaucoup de Libanais qui reprochent énormément à Hezbollah de s'être inséré dans la guerre Gaza-Israël. Il y a le fait qu'on a beaucoup de Libanais qui sont partis vers le nord et que voilà, ils n'ont pas de domicile, pas de maison. Et donc, du coup, ça crée vraiment, c'est un fardeau pour toute la société. Et bon, la générosité libanaise, l'esprit libanais, tout ça, c'est quelque chose, mais en même temps, la réalité sur le terrain, c'est qu'à un moment, ça crée des tensions entre la communauté. Donc, du coup, le pain, on trouve encore du pain, on trouve encore des médicaments, mais les besoins, tout ce qui est essentiel pour les gens déplacés, on est dans l'immédiat. Il faut absolument aider et immédiatement cette communauté-là. Et donc, du coup, vraiment, en amont, c'est l'angoisse. On vit dans l'angoisse, impossible de planifier quoi que ce soit. On est collé à nos téléphones, à nos télévisions, à nos radios pour voir ce qui se passe, que ce soit à la diaspora ou au Liban, mais vraiment, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Alors, j'ai appris que hier, il y a eu 300 roquettes sur Israël tirées par le Hezbollah. Donc, ça va accentuer ce clivage intra-libanais, je suppose.
Écoute, ce qui est intéressant, donc je parle plus de côté humanitaire, là vraiment on est dans la politique. Ce qui est Ouais, intéressant, c'est on en que reviendra après. pour la politique, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu toujours cette peur de critiquer le Hezbollah, parce qu'en fin de compte, le Hezbollah, c'est un groupe armé. Et donc, du coup, la critique du Hezbollah, elle était toujours faite à demi-mot, derrière des portes fermées, de façon très diplomatique. Mais là, vraiment, il y a une colère. Il y a vraiment une colère et ça ne veut pas dire que les Libanais ne sont pas solidaires. Mais en réalité, là, quand on entend les médias en arabe, et quand on lit des articles, les journaux, vraiment, il y a une critique du Hezbollah d'avoir créé, d'avoir invité une guerre sur le territoire Alors, libanais alors on qu'on n'était avait pas prêt. parlé la dernière fois, Mireille, Mhm. de manière plus détendue, et je pense, mais je parle sous ton contrôle, si le Hezbollah a pris autant de place, c'est que la nature a horreur du vide. Et c'est qu'à un moment donné, on avait parlé des hommes politiques arabes de manière générale et des hommes politiques libanais, tous millionnaires et pas capables. Et l'autre jour, je discutais avec des amis libanais et il m'a dit, est-ce que tu as entendu un homme politique libanais prendre la parole? Très peu d'hommes politiques libanais s'expriment. Et donc finalement, voilà, c'est le Hezbollah qui a pris le dessus depuis un certain temps parce que la classe politique libanaise, malheureusement, elle ne se, peut-être qu'elle ne se sent pas légitime, je sais pas, mais en tout cas, on l'entend pas. Non, mais c'est absolument vrai. On l'entend pas. On l'entend pas pour différentes raisons. Donc, si je remonte dans l'histoire du Liban, mais pas vraiment genre des siècles, mais vraiment dans les 2 dernières décennies, il y a eu des alliances politiques entre plusieurs partis politiques et le Hezbollah, ce qui a permis au Hezbollah de s'infiltrer dans toutes les institutions au Liban, que ce soit le Parlement, le gouvernement. Donc, le Hezbollah vraiment est rentré dans la vie politique libanaise en 1992. Donc là, vraiment, c'était la première fois que le Hezbollah se présente comme parti politique. Et là, le Hezbollah a gagné des sièges au Parlement, je pense que c'était 8. Donc ça, c'était en 92. En 2005, la première fois, le Hezbollah gagne des sièges au gouvernement. Et là, on était à 2 ministres. Donc forcément, le Hezbollah ne s'est pas imposé tout seul. Il y a la corruption qui a vraiment aidé à faire ces alliances. Et là, je me permets de dire, la grande faute, c'est la faute des chrétiens. Il faut le dire, hein, parce qu'au Liban, le Liban, c'est un des rares pays arabes où on est à moitié-moitié entre chrétiens et musulmans. Ouais. Et on a toujours cette impression que les chrétiens sont opprimés. Mais en réalité, ce qui a permis au Hezbollah d'arriver à ce pouvoir, c'est parce qu'il y a eu cette alliance, cette collaboration entre les chrétiens, particulièrement les maronites, Mhm. pour arriver au pouvoir. Et en gros, l'échange, c'était la présidence pour un chef maronite, donc c'était Michel Aoun à l'époque. En retour, le Hezbollah s'infiltre dans le Parlement et le gouvernement. Et Donc là, on a c'est un compromis entre les Maronites et le Hezbollah. bah, moi, je dirais, j'utiliserai pas le mot compromis, hein, j'utiliserai le mot magouille, corruption. D'accord. On a Tu as envie plus de d'avoir le siège du légitimité que moi président. tu as plus de légitimité que moi pour utiliser ces Je suis en adjectifs. colère, là, je suis en colère. Non, mais c'est vrai. Donc, du coup, et donc, mais aussi, il faut voir, donc, il y a eu cette relation entre les chefs de partis politiques chrétiens, particulièrement maronites, et le Hezbollah, ce qui a permis au Hezbollah d'avoir plus de place Ouais. dans le Parlement et le gouvernement. Mais en retour, il faut savoir aussi que l'opposition au Hezbollah, il y a eu plein d'assassinats. Si on regarde l'histoire du Liban, à commencer par le Premier ministre Rafik Hariri en 2005, à finir en 2020, il y a eu plein d'assassinats d'hommes politiques, de journalistes qui s'opposaient justement à la Syrie, à l'Iran, au Liban et au Hezbollah. Et donc, du coup, c'est normal qu'on n'entende pas parler de cette voie politique qui s'oppose. Et là, aujourd'hui, cette voie politique qui s'oppose, on l'entend de plus en plus. En revanche, il y a ce discours de pénalisation et de trahison. Genre, moi, si je critique le Hezbollah aujourd'hui, je suis traître à la cause. Eh ben non. Eh ben non. Ouais. Alors, toi, tu le critiquais avant la crise.
Donc, tu as cette légitimité-là. Alors, peut-être qu'il y a des critiques opportunistes qui sont peut-être plus intéressés. Alors, la dernière fois, on en avait également parlé. Mais je vous invite sérieusement à aller voir cette conférence interactive sur la chaîne YouTube Les Confs d'Université. Elle était très intéressante, peut-être un peu plus décontractée. Et donc, on a pu échanger sur des sujets très durs, très complexes. Mais je reviens à l'idée que moi, je n'ai jamais compris. Tu disais la dernière fois que le Liban, c'est un pays qui vit un malheur après l'autre. En préparant cette deuxième conférence interactive, cette émission, j'ai appris que la France avait un lien privilégié avec le Liban, et tant mieux. Mais j'ai appris que durant une crise dans les années 70, peut-être que je me trompe de décennie, c'est les Marines américains qui ont prêté main forte. Donc en fait, penser que le Liban et la France marchent main dans la main, et on a vu le président Macron avec le président libanais se faire sermonner, etc., par Macron en direct. Et en fait, c'est un mythe, puisque finalement, depuis ces années-là, depuis une trentaine, une quarantaine d'années, c'est peut-être l'Amérique, c'est peut-être les Américains qui ont repris la main sur les dessous, les dessous des cartes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je sais que beaucoup de chancelleries, beaucoup de ministères des Affaires étrangères occidentaux ont traité avec le Hezbollah. À un moment donné, ils ont traité avec lui. Ils ont eu des relations, alors peut-être pas cordiales, c'est peut-être, comme on appelle en France, de la réelle politique, mais en tout cas, ils ont traité avec lui. Donc, ils lui ont aussi donné une légitimité. Absolument. Absolument. Donc, il y a là, dans votre question, en fait, dans votre commentaire, il y a deux questions. Donc, il y a la question des relations américaines, libano-américaines et la relation franco-libanaise. Donc, certes, donc, la référence, l'arrivée des Marines au Liban, c'était en 1958, au fait. Pardon, oui, je me suis trompé. Non, 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 mais pas du tout, parce qu'au fait, ça s'est fait deux fois. D'accord. Donc voilà, donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que déjà à la base, en 1958, il y a eu des tensions entre des chrétiens et des musulmans. Vite fait, au fait, le président du Liban a toujours été chrétien maronite. Le président de l'époque a fait appel à ce qu'on appelait la politique Eisenhower. En gros, les États-Unis ont dit que chaque pays qui ressent la menace du communisme peut faire appel aux États-Unis. Le président libanais a fait appel aux Marines sous prétexte que voilà, c'est des communistes, les musulmans, c'est des communistes. Et donc voilà, les Marines arrivent en 1958. Mais donc, on refait ça en 1982, mais à savoir que la France y était. Parce Alors, qu'en ça a 19... coupé. Ça a Voilà. coupé, Ah, pardon. ça a coupé, Mireille. Tu as dit les Marines en sont arrivés en 1958. Oui, les Marines sont arrivés en 1958 et puis ils sont revenus en 1982. Sauf que Ouais, l'arrivée des Marines en 82, ils n'étaient pas seuls en fait. Ce qui s'est passé, d'accord. le Liban était en pleine guerre civile. Et le Liban, les autorités libanaises ont fait appel à l'Occident pour aider le Liban et les autorités libanaises. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis ensemble une mission de paix. Et cette mission s'est faite entre les États-Unis, la France, l'Italie et la Grande-Bretagne. Donc la France y était. Et même la France a payé cher pour cette intervention parce que le 23 octobre Ouais. 1983, il y a eu les attentats. On a eu 241 Marines qui ont été tués par un attentat terroriste et ce qu'on appelle en France le Drakkar. Donc, 58, la France a perdu 58 parachutistes. Ceci pour dire que la France a toujours été à côté du Liban. Bon, on peut critiquer colonialisme, mandat, tout ça, mais moi, en tant que Libanaise, aujourd'hui, j'apprécie les efforts du président Macron quand il pousse pour un cessez-le-feu. Parce que bon, le Liban a beau hurler aux Nations Unies, bah, Ah, le Liban, bah, j'avoue, par exemple, ça m'a rendu fière, par exemple, d'entendre l'Algérie se tenir aux côtés du Liban aux Nations Unies, mais en réalité, on reste dans une structure coloniale. Les ouais, Nations Unies, c'est une structure coloniale. Et donc, du coup, la France, quand la France parle du Liban, c'est quand même la voix de la France. ouais. Ça a Et plus de poids un autre pays dans la mesure où elle a le droit de veto. Si les Nations Unies ne se réforment pas, et on le voit avec l'Ukraine, la Palestine et le Liban,
On voit bien que son impact sur les conflits en cours sont proches de zéro. Et c'est pas possible, on ne peut pas se satisfaire, et d'ailleurs toutes les autres institutions internationales, hein, on ne peut pas se satisfaire de construire des institutions internationales payées avec les impôts des Occidentaux pour ensuite se limiter à capturer des présidents du Sud global et les brandir en disant, voilà, on a fait ce qu'il fallait faire, on a fait régner la démocratie, etc., etc. Et ça, Dominique de Villepin en parle très bien, beaucoup Oui, mieux que moi. Et il a très bien cerné cette difficulté. Et il a très bien aussi cerné les représentations du Sud global sur l'Occident, qui est finalement minoritaire par rapport au Sud global. Et donc, je pense que c'est un paradigme qui s'est arrêté au début des années 2000. Et s'il ne se renouvelle pas, si, il ne se fait pas lui-même peau neuve, je pense qu'on va passer à autre chose. C'est un peu détricoté, hein. C'est pas une conférence interactive comme la précédente avec un plan bien détaillé. Voilà, elle s'adapte aux circonstances. Je voulais juste revenir sur les 300 roquettes tirées par Hezbollah hier. Comment les gens ont réagi et y a-t-il eu une riposte à chaud? Au fait, la réaction, donc, en gros, les Libanais, ils ont hâte Oui, qu'on adopte un cessez-le-feu. Et en plus, il y a vraiment un ras-le-bol de ce qui se passe dans la région en général. On oui, parle de plus en plus de la résolution 1701, on oui. parle de plus en plus d'une solution diplomatique. Donc, quelque part, personne, peut-être il ne faudra pas que je dise personne, mais les gens que je connaisse ou les journaux en arabe que j'ai lus ce matin, je ne pense pas qu'il y a des gens qui célèbrent maintenant, ouais, 300 roquettes, c'est vrai qu'on va libérer la Palestine et que c'est, voilà, c'est fini, on rentre chez soi, quoi. À ce moment-là, il y a une colère contre l'Iran, mais vraiment une grande, grande colère. Et j'avoue que cette colère, elle est beaucoup plus prononcée dans la communauté musulmane sunnite, la communauté druze et la communauté chrétienne. Ceci dit, la communauté chiite est en colère aussi, mais il y a toujours cette affinité, cet amour de l'Iran. Ou Donc, cette peur du conflit de loyauté. c'est exact, parce que vraiment, il y a genre, on est loyal au chef suprême de l'Iran, parce que voilà, c'est un chef religieux, mais en même temps, on n'ose pas critiquer. Ceci dit, il y a des voix chiites qui critiquent, surtout parmi les journalistes, les artistes. Donc, je ne veux pas dire non plus que tous les chiites, c'est la même voix, c'est pas homogène, au fait. Oui. Mais en gros, je ne pense pas que les Libanais, à ce moment-là, célèbrent quoi que ce soit. Quand le Hezbollah nous fait sortir un communiqué pour dire le Hezbollah n'est pas fini, la résistance, elle est toujours forte, moi, quelque part, je pleure dans mon cœur parce que vraiment, vraiment, il y en a marre. Il y en a marre. Et puis après, on va continuer à se bombarder comme ça. Et puis après, Et puis finalement, ça donne du grain à moudre au clan d'en face. Et il faut apporter aussi de la nuance, c'est que les Israéliens, quand on voit les journaux Haaretz et d'autres journaux, et même quand on voit les infos, les chaînes d'information, mais locales, pas les chaînes occidentales qui rapportent des faits, on se rend compte que déjà depuis, j'ai envie de dire plusieurs années, si je ne me trompe pas, ils veulent dégager Bibi. Et donc, il y a aussi un ras-le-bol interne à Israël qu'il ne faut pas négliger. Je pense qu'il y a un noyau de gens sensés qui veulent stopper ces massacres et la peur tout court. Puisque finalement, la guerre se trouve en Palestine, se trouve au Liban, se trouve en Israël, mais la guerre se trouve dans le cœur de tout le monde. À Paris, tu le sens. Quand tu es imbibé de cette thématique, quand tu as regardé la veille, tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas tranquille. J'ai très peur des clivages que ça va créer derrière. Alors, les médias d'extrême droite en France vont te parler d'importation du conflit du Proche-Orient en France, et ils ont peur des jeunes de banlieue qui pourraient importer le conflit. Le problème, c'est que c'est les médias qui dessinent le cap sociologique d'un pays en 2024. Et à ma connaissance, ces jeunes des quartiers populaires n'ont pas droit de citer, hein. Ils ne passent pas à la télévision 8 heures par jour. Donc voilà, et ça crée ces clivages-là.
Et c'est pour ça que j'évoquais Huntington et son article de 93. C'est parce que j'ai l'impression que certains va-t-en-guerre sont dans l'obsession de ce choc des civilisations. Ils sont dans une telle peur, dans une telle instabilité, dans une telle fragilité qu'ils veulent en découdre. Tu sais, j'ai appris en tant que prof dans différents niveaux que les gamins les plus violents, notamment quand ils sont petits, ce sont les plus grands peureux. Quand tu dis à un enfant pourquoi tu l'as tapé, tu l'as fait saigner, pourquoi, il va te dire au fond, au bout de trois quarts d'heure, il va s'effondrer, il va pleurer, il te dit j'ai eu peur. Et c'est Oui. pour ça que j'ai frappé. Et donc, ces peureux qui veulent, qui appellent de leur vœu ce choc des civilisations, ont du mal à créer. Bon, bien évidemment, je ne pense pas qu'ils ont fait de l'interculturalité à l'université. Ils ne comprennent pas comment les sociétés se construisent. Moi, Mm. quand je donne mon cours de civilisation, je ne cherche pas à leur donner ce que c'est que la civilisation française. Ça, ils peuvent le trouver sur ChatGPT, ils peut-être le trouver de manière plus construite. J'essaye à leur expliquer qu'il y a des ponts entre les civilisations, il y a des ponts entre les cultures, il y a des ponts entre les langues. Et bien évidemment, les médias ne jouent plus ça, ne Non, jouent plus ce non. rôle-là. Et c'est les médias qui fabriquent nos représentations, qu'on le veuille ou pas. Moi, j'ai arrêté de regarder la télévision parce qu'à un moment donné, moi, en tant que chercheur universitaire, j'ai vu mes représentations se pervertir. Oui. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme ce policier qui vient du fin fond de la province française, qui a fait son éducation des quartiers populaires à travers les chaînes d'information en continu française. Et quand il arrive en région parisienne, il vient pour se défendre. Voilà. Oui. Mais est-ce vraiment de sa faute? C'est pas de sa faute puisqu'il a été conditionné. Les médias ont construit ces représentations sur ce clivage-là. Et donc, cette vision de Huntington, alors bien évidemment, je ne la partage pas du tout. Oui. Je ne la partage pas du tout. Je la cite parce que depuis Bush, alors Bush fils, hein, pas Le Bush, financement. oui, Ouais. pas père, Bush fils, on a l'impression que c'est l'argument, c'est comme souvent Obama dit Science is clear. Alors, il Mhm. est sorti pour le Covid, il a sorti pour plein de choses, à croire que la science ne se trompe pas. Alors moi, j'ai envie de dire, si la conclusion de ta science est claire, donne-moi tes hypothèses. Et Huntington, j'ai envie de connaître aussi ses hypothèses. Alors, en toute modestie, hein, voilà. Mais cette idée des chocs des civilisations, c'est que on sait que les grandes puissances ont besoin d'avoir un ennemi. Oui. C'est un dignitaire russe qui disait aux Américains, on va vous priver d'un ennemi. Après la chute de l'Union soviétique, on va vous priver d'un ennemi. Et on sait très bien que les grandes puissances ne peuvent pas survivre sans ennemis. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est dans un système médiatico-politique qui glane des informations scientifiques, qui les utilise pour justifier ce qu'ils allaient faire de toute manière, et derrière, bah, nous, comme des moutons, on est obligé de suivre, on est un peu téléguidé à droite et à gauche. Et moi, je comprends que quand tu es confortablement assis depuis un fauteuil parisien, dans un salon parisien, dans un plateau parisien, bon, ce que me disent les Israéliennes il y a quelques années, je ne comprends pas pourquoi les Français aiment tant la guerre au Moyen-Orient. C'était une docteure en psychologie très équilibrée. Là, ça devient presque pervers, tu vois. Oui. C'est une perversion. J'ai pas envie d'utiliser un autre mot. Mais voilà, du coup, ce sont ces gens-là qui nous orientent vers leur peur, et nous, on n'a pas besoin de leur peur. Voilà, Mhm. on n'a pas besoin de leur En peur. fait, plusieurs choses à dire parce que tu as fait référence. On se tutoie, hein, c'est bon? Oui, bien sûr, on se tutoie, on se tutoyait déjà à l'époque, On hein. se tutoyait, mais du coup, moi, je suis partie dans le vous, mais bon. Tu as fait référence à Bibi et aux manifestations qui ont lieu au sein d'Israël. Donc là, il y a 2 ans, les Israéliens, ils se sont carrément opposés à Bibi. Au fait, il avait fait passer, non, il avait proposé une loi pour faire une réforme du système judiciaire. Donc et la loi était très problématique. L'une des choses, c'était faire pour l'annexation d'une partie
de la Palestine occupée, du territoire palestinien occupé. Mais à savoir qu'on sait très bien que les Israéliens eux-mêmes ne savent pas forcément ce qui se passe à Gaza à 100% non plus. Il y a eu plein de rapports dans les journaux ici aux États-Unis. J'ai lu un article récemment, je pense que c'était dans le New York Times. Une Israélienne dit, moi je ne sais pas ce qui se passe à Gaza. Et donc du coup, il y a une forme de censure. C'est important de le dire, même si parfois on peut nous le reprocher, mais c'est important d'être dans la nuance. Oui. Moi, ce qui fait la différence entre notre conversation aujourd'hui et une conversation dans une chaîne d'infos en continu, c'est que nous, on n'a pas d'annonceur, on n'a pas d'audimat à respecter, on n'a pas. Voilà. Mais c'est très important d'aller dans la nuance et c'est très important de dire oui, tous les Israéliens ne sont pas complices de. Oui, Oui, non, absolument, absolument. Il y en a ceux. Bah, écoute, dans la voie, si je pense à la communauté juive, je me permettrai jamais de dire que la communauté juive, c'est une voie homogène. Comme la même chose chez les Arabes, hein, elle est chez les musulmans d'ailleurs. Et moi, j'insiste à faire une distinction entre Arabes et musulmans. Je suis arabe, je suis pas musulmane. Donc, du coup. Ah bon? Du coup, orthodoxe et fier, mais bon. Mais sérieusement, et on peut être musulman et pas arabe aussi. Oui, voilà, absolument. Et donc, du coup, il faut faire attention à ça et dire qu'il y a plein d'Israéliens qui aussi eux-mêmes veulent qu'on pense à une solution diplomatique. Il y a, en fait, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle une organisation qui s'appelle Jewish Voice for Peace. Donc, c'est la voix juive qui est carrément opposée à tout ce qui est sionisme. Et elle s'identifie même pas à ça. Donc, et la même chose du côté des Arabes. Et donc, du coup, c'est important de savoir que du côté israélien, il n'y a pas aussi les informations de ce qui se passe vraiment, la crise humanitaire, le génocide, les atrocités qui se passent à Gaza. Ben, ça passe pas genre à 20 heures dans les infos, dans le journal de 20 heures, par exemple. Mais sinon, il faut dire aussi, parce que tu as fait référence à ce choc de civilisation, en fait, il faut savoir que le conflit Palestine-Israël, ça a toujours été mis dans le contexte de civilisé, non civilisé. Oui. La preuve en est, c'est que mais colonial, hein, ça fait écho à l'universalisme, ça fait écho. Absolument, mais aussi la preuve, c'est que Netanyahou, donc Bibi, quand il était aux Nations Unies là tout récemment, il a utilisé des termes, mais vraiment des termes de la colonisation, genre savages, genre, mais on a fait référence, bon, je ne parle pas de Hamas, moi je parle du peuple palestinien. On a fait référence aux Palestiniens comme si c'était des sauvages, des barbares, des non-civilisés, et comme si c'était Israël, c'était le pays qui a ramené la civilisation à la jungle. Donc, parce que tu as c'est un peu le jardin et la jungle, c'est un peu la métaphore Exactement. reprise par. Mais tu sais que cette métaphore, elle a été prononcée devant les diplomates européens il y a un an par un diplomate européen, un haut Oui, gradé européen. et en plus, en plus, on peut aller plus loin. Il y a Thomas Friedman qui écrit pour New York Times. Il a fait une référence au monde arabe comme si c'était des insectes. Et il a dit que la seule façon de finir avec des insectes, c'est de les brûler. Mais vraiment, on est dans le contexte animal. Et là, parce que tu as fait référence aussi que l'Occident a besoin d'un ennemi, je peux te dire une chose. La haine de l'arabe ne sera jamais démodée. Jamais. C'est à la mode. La haine de l'arabe, c'est la mode. Ça a toujours été la mode depuis le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, même avant. Et donc, du coup, on est vraiment dans le choc de civilisation. Non parce que nous, on n'est pas civilisés, c'est parce que les médias et les leaders politiques montrent le problème comme si c'était un problème de civilisation. Ouais, ouais. Et en fait, on a l'impression que le seul modus operandi, c'est un modus operandi clivant. Oui. Voilà. On a l'impression qu'il n'y a aucun intérêt à ce que les gens apprennent à se connaître. Tu vois, ça fait même ridicule de le dire. Il y a plein de choses qu'on ne dit plus dans les médias, par exemple dénoncer le racisme, il y a un certain nombre de choses, la discrimination à l'embauche, toutes ces thématiques-là ont été ringardisées par les médias. Alors, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis et au Canada. Le Canada francophone ressemble beaucoup à la France, avec ses nuances, mais je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis. Mais en France, en tout cas, il y a un déni et puis il y a une ringardisation. Mais vraiment, le terme, voilà, il y a une ringardisation de toutes ces thématiques-là. Plus personne ne veut en parler, même les gens qui en souffrent ne veulent plus en parler. Et en fait, je ne sais pas qui disait, je crois que c'est Peggy qui disait par rapport à l'indifférence.
en fait, plus grave que la haine, c'est Oui, le fait d'être indifférent à la haine. Et on est rentré dans cette ère-là d'indifférence à la haine. Et absolument. je pense que, tu vois, c'est pour ça que j'ai tenu à ce que cette rencontre se fasse, puisque j'ai l'impression que l'humanité a franchi un cap. Tu vois, j'ai l'impression que l'humanité a franchi un cap et on n'en sortira pas gagnant, ni Exact. d'un côté, ni dans l'autre, si on reprend la dichotomie des chocs de culture. Moi, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas, puisque en fait, on se situe tous sur un continuum, et je sais que ceux qui se trouvent à droite pensent être dans le vrai, ceux qui se trouvent à Oui, gauche pensent être dans le vrai, ceux qui gagnent, ils sont ceux qui sont au milieu, qui piochent un peu à droite et qui piochent un peu à gauche. Mais moi, je pense que c'est comme le racisme. Je pense que c'est une stagnation intellectuelle qui fait que les gens se sentent supérieurs ou aient autant peur de l'autre. Tu vois? je pense aussi, peut-être c'est pas en rapport avec la Palestine-Israël, mais aussi il y a une grande réaction à ce qu'on appelle aux États-Unis le wokisme. Ouais. Et je sais qu'en France, on est allergique à ce concept de wokisme. Et donc, du coup, vraiment, on est parti dans l'opposé. On n'a plus envie de parler des... Le wokisme, à la base, c'était d'être à l'écoute de tout ce qui est minorité, des groupes minoritaires, faire attention à tout ce qui est identité raciale, genre, classe sociale, tout ça. Mais vraiment, on est parti dans les deux extrêmes, du côté gauche et du côté droite. Et donc, du coup, la réaction, c'est que j'en veux plus en parler, j'en veux plus écouter de ça, je veux plus voir de ça. Le wokisme, on en finit avec. Et donc, du coup, parce que tu as spécifiquement dit que même les victimes, on a marre d'en parler. Oui, oui, Et oui. donc, du coup, ça devient une réaction à quelque chose qui est devenu Allô, très allô? Ça a intellectuel. coupé? Ça Oh, a pardon. coupé? Ça a coupé. Tu as dit, Même les même les victimes. victimes, même les victimes ne veulent plus en parler parce que ça devient un moment, cette idée de wokisme, ça devient trop dans l'intellectuel et déconnecté de la réalité de ce qui se passe sur le terrain, en fait. Et puis, alors oui, en fait, euh, le wokisme, c'est un mouvement. Alors, on a essayé avec mes étudiants à l'université Paris 13 il y a 3 ans de travailler en analyse du discours sur le terme wokisme. Et en fait, on n'est pas parvenu à une définition claire. Chaque étudiant a analysé un corpus et il en a déduit une définition. Et aucun d'entre nous n'est parvenu à la même définition. Par contre, ce qui est certain, c'est que le wokisme, initialement, est venu combattre des mécanismes de discrimination. Exact. Et le wokisme, en fait, c'était du pain béni pour tous ces extrémistes, dans la mesure où ils ont pu, à travers ce package qu'est le wokisme, jeter le bébé et l'eau du bain. Exactement. C'est exactement ce Voilà. qui s'est Maintenant, ils passé. n'ont plus besoin de dire oui, discrimination parce que tu es un peu bronzé ou discrimination parce que tu es un peu féministe Non, maintenant, il y a le package wokiste et c'est un peu comme le féminisme, hein. En réalité, à chaque fois qu'un concept sort dans la société, en général, il est récupéré par les classes dominantes et il est renvoyé contre l'intérêt des dominés qui ont créé ou qui se sont appropriés. Il y a une resignification à l'envers. Tu sais que dans Oui, le féminisme, il y a cette idée on travaille beaucoup sur la resignification. Par exemple, les insultes, etc. Les femmes ont ce tact linguistique de resignifier et de renvoyer l'insulte vers celui qui les a insultés. Et ben, les classes dominantes le font à l'envers, ils sont très forts et s'approprient ces concepts-là et puis les utilisent contre nous. Et moi, je vois, par exemple, le féminisme est devenu oui. vide de sens. Moi, quand je lis Maria Puig de La Bella Casa et quand je vois les féministes à la télé, c'est pas du tout le même féminisme. Là, je suis d'accord avec elle. De l'autre côté, j'ai du mal à me situer. Peut-être que j'ai du mal à Oui. comprendre aussi. Mais voilà. Donc, tu vois, le wokisme, en France, c'est un package. Alors, je ne sais pas aux États-Unis comment ça se passe. C'est- Et en c'est- plus, il y a des ambassadeurs anti-wokistes aux oui. États-Unis. Donc, il y a Oui. Elon Musk, etc. Donc, On a certainement les deux. Donc, à la base, c'est comme tu as très bien dit, c'était une façon de voir tout ce qui est les mécanismes antidiscrimination. Mais moi, personnellement, en tant que personne, donc je suis aux États-Unis, je me considère démocrate de gauche. Je reconnais
non seulement les limites du wokisme, mais aussi l'hypocrisie du wokisme. Parce que, au fait, la question de la Palestine aux États-Unis, elle a démontré vraiment l'ignorance de ceux qui prétendent être woke, mais aussi leur hypocrisie. Je te donne un exemple. On a critiqué le Parti démocrate, donc président Biden, pour son soutien aveugle à Israël, pour l'oppression du peuple palestinien, parce qu'il envoie des armes, donc tout ça. OK, très bien. On a eu un changement de leader dans le Parti démocrate et maintenant Biden, il n'est plus le candidat pour le Parti démocrate. On parle vraiment de Kamala Harris, OK? Donc, elle est la candidate du Parti démocrate pour les élections présidentielles en novembre. Très bien. Soudainement, ceux qui étaient contre le Parti démocrate parce que voilà, Biden est vieux, Biden, il est pour Israël aveuglement. Voilà, on a une candidate femme noire. Bon, on oublie la Palestine. Merci, au revoir. On rentre chez soi. On soutient Kamala Harris. On la soutient par des dons, dans tout ce qui est manifestation, tout ça. On est là pour la soutenir. Par contre, on n'en parle plus de Palestine-Israël. Alors, à savoir que sa politique en tant que candidate, elle n'est pas très différente de celle de Biden. Et donc, du coup, pour moi, je me dis, mais attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, parce que vraiment, à ce moment-là, on a une hiérarchie de causes. Les droits des minorités, je parle de niveau identité raciale, OK. Les droits de la communauté LGBT, OK. Le Proche-Orient, on s'en fout, on ne veut plus en parler. Et donc, du coup, pour moi, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Et donc, du coup, maintenant, je me considère en tant que centriste par rapport au wokisme. Je ne m'identifie plus ni de gauche ni de droite parce que je trouve que c'est un discours de fou qui n'a rien en relation avec ce qui se passe sur le terrain. Ouais. Mais garde à l'esprit qu'un homme politique ou une femme politique, et là, je pense que les gens vont être surpris. Nous, on a failli avoir Marine Le Pen, même Oui, si voilà, je pense qu'elle ne veut pas être présidente de la République pour des raisons évidentes. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que homme-femme, c'est pas ça le problème, parce qu'une bourgeoise défendra les intérêts des bourgeois. Et c'est pour ça, même les luttes de classe, hein, le discours sur les luttes de classe est devenu un discours désuet, archaïque, passé oui, de mode. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas à la télévision, tu vois. Alors peut-être c'est la faute de Bourdieu, peut-être qui a boycotté les médias pour, voilà, il disait qu'il ne me laissait pas le temps pour m'exprimer et donc je ne leur donnerai pas ce plaisir de passer chez eux. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, Kamala Harris ou Biden, ça ne changera pas grand-chose à la donne. Aux États-Unis, il y a 60 millions de pauvres, 35 millions de SDF. Est-ce que ça va changer quelque chose à leur schmilblick? Je ne pense pas. Et c'est pour ça que je trouve que réfléchir avec des termes génériques comme woke, comme féministe, comme minorité, etc. En France, on a eu beaucoup de ministres issus des minorités. Voilà. Dernièrement, on a eu Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lorsqu'il a fait sa passation de pouvoir, il a dit, si je m'appelais réellement Moussa, parce qu'apparemment il s'appelle Moussa Gérard Darmanin, je n'aurais jamais été maire, etc. Bon, donc qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire, oui, il y a un racisme ambiant, oui, tu vois ce que je veux dire? oui. Donc ça devient un homme politique, il cherche ses intérêts et les intérêts de sa classe. J'ai écrit un post sur LinkedIn sur l'ancien Premier ministre anglais Oui. qui était en train de... Alors, il n'était pas en train de réfléchir, hein. Grâce à lui, il y a le premier milliardaire grâce au business de l'immigration. Ils ont commencé à construire des infrastructures au Rwanda, etc. Alors, le monsieur est issu du colonialisme international. D'Inde, il est passé en Afrique. De l'Afrique, avec sa famille, ils sont arrivés au Royaume-Uni. On pourrait penser qu'il est un peu basané comme moi. Il vient d'Inde, la colonisation, post-colonisation. Non, il est millionnaire avant tout. Il est millionnaire. Et donc, la première des choses est de rendre à ceux qui lui ont permis d'être millionnaire. Je suis fatigué de ces discussions où on me dit, ouais, mais c'est une femme, oui, mais c'est un handicapé, oui, mais c'est un noir, oui, mais c'est un arabe. Je veux dire, s'il est handicapé noir et féministe, et qu'il est bourgeois, il va défendre les intérêts des bourgeois. Je veux dire, faut se réveiller, il faut arrêter les chimères, quoi.
Oui. Non, je suis d'accord. De toute façon, là, aux États-Unis, les communautés, ce qu'on appelle minoritaires, celles qui sont les communautés qui sont vraiment riches, par exemple, je pense à Miami, il y a une grande communauté cubaine. Au fait, c'est une communauté républicaine. Pourquoi? Parce que c'est une communauté riche. Alors que dans le discours politique, on fait penser que voilà, les minorités, c'est souvent de gauche, libéraux, mais c'est pas vrai, au fait. Et comme tu as très bien dit, c'est une question de classe sociale. Le candidat Trump, beaucoup de ses alliés, au fait, c'est des gens noirs, arabes, musulmans, machin, mais en réalité, c'est des gens de la même classe sociale et au fait, ils veulent protéger leurs propres intérêts. Et donc, du coup, pour moi, Kamala Harris ne va pas changer grand-chose en ce qui concerne le Moyen-Orient. Pour revenir à ta question de départ, parce que le discours de choc de civilisation, c'est rentable aussi. Les États-Unis font un chiffre d'affaires énorme dans tout ce qui est vente d'armement en Israël. Donc, certainement, la paix n'est pas rentable. Donc, du coup, ça ne va pas changer grand-chose. Alors, je me permets de t'interrompre. Est-ce que c'est des dons ou est-ce que c'est des prêts? Il y en a plusieurs façons de penser à ça. Il y Les a derniers 8 milliards qui ont été votés, est-ce que c'est un don de 8 milliards ou 9 milliards ou est-ce que c'est un prêt enfin, comment ça se passe? il y a plusieurs choses. Il y a des dons. Il y a des dons et là, il y a eu le sénateur Bernie Sanders de Vermont qui a essayé de faire bloquer ces dons parce qu'au fait, la loi aux États-Unis, la loi fédérale, interdit l'armement d'un pays étranger, d'un gouvernement étranger quand il y a des craintes, allegations, je fais du franglais là, quand il y a une crainte de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Bon, est-ce que ça va passer? Ça ne va pas passer. Mais pour répondre à ta question, il y a les trois. Il y a des dons, il y a des prêts et il y a des ventes. Par exemple, dans le contexte de l'Ukraine, c'est plus la majorité, c'est des dons parce que l'Ukraine ne peut pas se permettre ce chiffre d'affaires. Par contre, avec Israël, au fait, l'intérêt des États-Unis en Israël, c'est beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, ce qu'ils font, c'est des intérêts en échange d'actions ou en échange de business en Israël. Mais aussi, il y a des ventes. Et à chacun des cas, c'est problématique parce que ces dons se font. C'est le peuple américain qui paye pour ça. C'est financé par nos impôts, par nos taxes. Alors, tu fais bien de le dire. En ce moment, il y a un ouragan en Floride et en Caroline du Nord. Et la Floride, oui, Milton, oui. Oui. Et apparemment, le gouvernement a distribué 750 $ aux sinistrés et il se sent un peu insurgé en disant il y a de l'argent, des milliards pour l'Ukraine, des milliards pour Israël et pour moi, il y a 750 $. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais en même temps, à savoir que les électeurs, que ce soit aux États-Unis ou en France, il y a beaucoup de fois où on vote contre nos propres intérêts. Parce que là, les mêmes personnes qui veulent que le gouvernement les aide à cause de l'ouragan, c'est les gens qui, normalement, ne croient pas dans le réchauffement climatique, par exemple. Et donc, du coup, quand le gouvernement ou les scientifiques disent il faut s'investir, il faut faire des investissements pour voilà, changer la donne de tout ce qui est réchauffement climatique, c'est les mêmes gens qui vont voter non. Donc, du coup, c'est vraiment très compliqué. Mais je suis d'accord qu'au fait, il y a un ras-le-bol aux États-Unis de faire tous ces dons qui sont faits, ces dons qui sont normalement au nom des intérêts des États-Unis, mais au fait, c'est contre les intérêts du peuple. Il y a un ras-le-bol de ça. Ouais, mais surtout qu'il y a une précarité qui s'installe un peu partout dans le monde, hein. On a l'impression que c'est vraiment un grand village, hein, parce que la précarité, elle est la même en France, peut-être un peu plus dans certains pays ultra libéraux, etc. Mais la précarité, elle est la même. Et c'est vrai que c'est pas normal de trouver des milliards dont on n'est pas certain qu'on va pouvoir récupérer pour des causes néfastes, morbides. Et bon. Et c'est dans l'intérêt alors, c'est dans l'intérêt de personne, nous, en tant qu'humains ordinaires, normaux. Bon, on peut peut-être pas comprendre leur logique. Tout à l'heure, tu as parlé de Thomas Friedman. Il parle de chaos contrôlé au Moyen-Orient.
Euh, Tu penses que ce qui se passe, alors de manière cynique, hein, bien évidemment, est-ce qu'il y a un chaos contrôlé actuellement selon cette vision du monde en Moyen-Orient? Je sais pas si c'est contrôlé parce que j'ai vraiment l'impression que ça va exploser à n'importe quel moment. Donc, du coup, euh, et ça dépend parce que le Liban, à Gaza, c'est vraiment différent. À Gaza, je pense pas que c'est, enfin, à Gaza, je pense personnellement que le plan, c'est d'annexer Gaza. Je pense que le plan, c'est d'en finir avec les Palestiniens à Gaza et d'annexer Gaza. Pour le Liban, c'est un chaos contrôlé dans le sens où on bombarde les régions où le Hezbollah et la communauté chiite se trouvent. C'est contrôlé dans le sens où c'est vraiment visé, ciblé. Bon, pas à Ouais. 100%. Ceci dit, on parle de plus en plus de guerre ouverte entre l'Iran et Israël, à savoir que les deux, c'est des puissances nucléaires. Oui, alors justement, j'allais t'en parler. Le séisme là qui s'est produit dans un pays voisin a révélé qu'il y aurait eu des essais nucléaires souterrains, et on attribuerait l'inquiétude de Bibi à cette information qui est d'ailleurs plus dangereuse que les missiles qui n'ont pas servi à grand-chose à part réchauffer la planète. Ben, c'est clair que le risque y est, hein. Le risque y est. Et de toute façon, moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est la politique américaine qui nous a aboutis jusqu'à aujourd'hui. Parce on a parlé de Obama Deal dans le contexte où le président Obama avait négocié avec les Iraniens qu'ils vont arrêter leur enrichissement en uranium de façon, bon, voilà, que l'Iran ne va pas avoir une puissance nucléaire. OK? Mais en même temps, on n'a pas parlé de Hezbollah, on n'a pas parlé des groupes armés dans la région. Donc, du Mm. coup, ils ont négocié avec l'Iran pour que l'Iran ne s'enrichisse pas en uranium. Par contre, le financement du terrorisme dans la région a continué. Aujourd'hui, on paye le prix parce que président Obama, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit démocrate ou républicain, on ne veut pas penser à Gaza, on ne veut pas penser à la Palestine. On est comme ça, on n'a pas envie de penser à tout ça. C'est On une variable d'ajustement. C'est pas une réelle thématique. Non. Et donc, du coup, pour moi, le risque y est aujourd'hui, le risque du nucléaire y est, que ça soit du Est-ce côté qu'on en iranien. parle aux États-Unis? Ce risque nucléaire avéré entre Israël. Et en fait, il y a une complexité stratégique entre du coup les deux pays, puisque Israël serait doté d'atouts nucléaires, mais elle ne le reconnaît pas. Non. Et l'Iran, en fait, est en train de calquer l'axiologie israélienne pour faire exactement la même chose. Ouais. Non, en fait, oui et non. Parce que si on lit les journaux, genre, je parle pas, ça ne va pas passer dans un petit journal à 20 heures, dans un journal local, ça ne va pas passer, hein. Ouais. À savoir qu'aux États-Unis, comme le pays est énorme, la majorité des Américains ne se concentrent pas ou ils ne s'intéressent pas à tout ce qui est information internationale. Donc, du coup, il y a beaucoup qui savent, voilà, quelque chose se passe au Moyen-Orient, mais il y a plus d'intérêt, on est plus centré sur l'interne que l'externe. Ouais. Ceci dit, est-ce qu'on en parle? Oui, on en parle, mais on en parle comment? On parle dans le sens que le nucléaire iranien est une menace à l'existence israélienne, alors que pour moi, les deux, c'est une menace. Parce que si Israël riposte en nucléaire, ben, on est au milieu. Ouais. Ben, c'est une menace pour toute la région, en fait. Ouais. Et donc, là, comment ils formulent la question, les médias, comment formulent ou présentent, parce que tout à l'heure, tu as parlé du narratif, comment ils présentent le risque du nucléaire, c'est toujours j'ai dit tout à l'heure, il y a la haine de l'arabe. C'est toujours la faute à l'arabe, c'est toujours la faute du Alors, musulman. sauf que l'Iranien n'est pas arabe, hein. Non, mais justement, je suis venue, je suis arrivée ici, c'est la faute du musulman. Donc, Oui, du oui. coup, on présente le risque du nucléaire comme si c'est, voilà, encore une fois, le musulman barbare qui veut anéantir l'État d'Israël, alors qu'en réalité, Le beau jardin et la belle villa dans le beau jardin. encore une fois, voilà, encore Ouais. une fois, on revient à ça, alors qu'en réalité, c'est un risque pour tout le monde dans la région, des deux côtés. Quel pays pourrait être médiateur dans cette situation? Est-ce que l'Égypte serait en mesure de l'être? Est-ce que la Syrie, je le dis sans y croire,
serait en mesure de l'être? Est-ce que la Jordanie lui reste un minimum de crédibilité pour être entendue par tout le monde? Euh, quel pays serait susceptible d'être entendu comme médiateur? Je parle du Donc, monde arabe. Je parle du du monde monde. arabe. Du monde arabe, donc, ah, je pense que le Qatar joue un rôle, pas parce que par amour au Qatar, parce que voilà, le Qatar s'impose aujourd'hui en tant que puissance diplomatique. Le Qatar a joué un rôle important par exemple, dans tout ce qui est le retour des otages. Ceci dit, pas avec grand succès, mais quand même, le Qatar s'est imposé, à savoir aussi que beaucoup de chefs du Hamas résident au Qatar. Donc voilà, il y a eu le Qatar qui s'est imposé. L'Égypte, la Jordanie, je pense que la Jordanie ne veut pas y toucher. Voilà, je pense que la Jordanie veut qu'on la laisse tranquille, elle ne veut pas y toucher. L'Égypte peut jouer un rôle important, à savoir que, je dis que la Jordanie n'a pas joué un rôle, à savoir pourtant que récemment, le ministre des Affaires étrangères jordanien, Ayman Safadi, c'est lui qui a présenté aux Nations Unies, il a dit que 57 pays arabes et musulmans sont prêts à assurer la sécurité de l'État israélien en retour d'une reconnaissance de l'État palestinien. Et Israël, Bibi a refusé cette déclaration. Et donc, du coup, peut-être que la Jordanie joue un rôle non déclaré, mais en tant que puissance visible, moi, je dirais que c'est le Qatar qui s'impose pour le moment. C'est l'acteur majeur qui pourrait assurer une médiation viable. Exact. Je pense, par exemple, les Émirats arabes unis ont perdu leur crédibilité du fait qu'il y ait eu la normalisation des relations, donc les accords Abraham. Il y a eu, Et pourquoi voilà, donc, le Qatar n'a pas fait, n'est pas partie prenante de ces non, non, c'est le Bahreïn et Qatar, pardon, Bahreïn et les Émirats arabes unis et le Soudan qui font partie de cette normalisation de relations. Le Bahreïn et les Émirats arabes unis, ils ont même reconnu l'État israélien. Et donc, du coup, je ne vois pas les Émirats arabes unis intervenir pour dire, ils n'ont même pas retiré leurs diplomates. Donc, pour dire à quel point on est au niveau de la normalisation de relations, les Émirats arabes unis n'ont même pas appelé l'ambassadeur israélien pour dire, écoutez, c'est ce qui se passe dans le monde musulman, arabo-musulman, ça ne se fait pas. Et donc, du coup, je ne vois pas du tout les Émirats arabes unis rentrer dans ce... Le prince saoudien s'est exprimé récemment, timidement, mais il s'est exprimé. Est-ce que ça a eu un impact? Bah, écoute, que la Saoudie se présente en tant que médiateur ou pas, il reste que l'Arabie saoudite, c'est le pays qui parle au nom de la grande majorité des musulmans dans le monde. Donc, que le prince se présente ou pas, ça n'a pas de rapport. Le fait même, avant le 7 octobre, on parlait d'une normalisation de relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Et au fait, le monde s'attendait à ce que ce soit un grand succès parce que, voilà, si l'Arabie saoudite donne sa bénédiction pour cette normalisation de relations, beaucoup de musulmans sunnites, parce que les sunnites, c'est la majorité plutôt que les chiites, vont suivre. Or, l'Arabie saoudite a récemment dit, pas de chance, à moins qu'il y ait une reconnaissance de l'État palestinien. Oui, mais justement, je pense que l'attaque du 7 octobre est venue contrecarrer le projet de normalisation. Absolument. C'est pour ça que l'Arabie saoudite en voulait beaucoup au Hamas et est restée très distante pendant très longtemps par rapport à ce conflit. Bon, là, plus personne ne peut prendre de la distance. Tout le monde est impliqué de manière directe ou indirecte. Par rapport aux outils, alors ça c'est un problème. Alors ils tirent sur des tankers. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Ah, je dis phénomène, voilà, c'est pas négatif dans ma bouche, mais on n'entendait pas parler il y a 2, 3 ans. Maintenant ils sont en claquettes chaussettes, ils ont des missiles, ils tirent sur des bateaux. Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est l'Iran? Est-ce que C'est les deux, hein, parce que de toute façon, les Houthis, ils sont financés, que ce soit le Hamas ou Hezbollah, ou même, j'irais même à dire les Kataib Hezbollah qui sont en Irak, ils sont tous financés par l'Iran, hein, c'est pas l'Arabie saoudite qui finance ces groupes-là. Et donc, du coup, et l'idéologie, c'est la même, c'est le but, c'est
le but qu'il déclare, c'est soutenir la Palestine, mais en réalité, on sait très bien que ce n'est pas ça le but. On est vraiment dans ce qu'on appelle la chiification du Levant. Vraiment, on est vraiment dans cette mentalité de l'expansion de la Perse dans la région. Dans cette région du monde, il y a cette maladie de l'expansion, apparemment. Hein. Eh bien, écoute, tous veulent être dictateurs, empereurs. Calife à la place du calife. Calife à la place du calife, et c'est le pouvoir qui corrompt. Hein. Donc, du coup, et l'argent, c'est l'argent qui parle. Et c'est ça qui m'énerve dans tout ça, c'est qu'en fin de compte, où est la Palestine dans tout ça? Maintenant, le monde est centré sur le Liban. On n'en parle plus de Gaza, on ne voit plus Gaza dans les infos. Parce que voilà, il y a une nouvelle crise, un nouveau front qui s'est ouvert. Et Gaza, on n'en parle plus parce que voilà, on en a marre d'en entendre un an. Et donc, du coup, là, il y a un nouveau conflit là, on regarde là. Et donc, du coup, en fin de compte, ça ne sert à rien. Excuse-moi, Mireille, et là, les Ukrainiens sont mécontents parce qu'on ne parle plus de l'Ukraine. Absolument, absolument. Et donc, du coup, voilà, et on est vraiment centré à savoir qu'on est centré sur Israël et on ne montre pas vraiment la crise humanitaire qui a lieu, que ce soit à Gaza ou au Liban. On est vraiment centré sur la politique. Là, l'autre jour, il y avait un article sur CNN, on parlait que voilà, Israel is under attack, donc Israël est sous attaque de tous les fronts. Mais en même temps, je me disais, on est à 42 000 morts à Gaza, 17 000 enfants à Gaza, on est à presque 1000 morts, 2000 morts au Liban, 9 000 blessés, 1,5 million de déplacés, et on s'en fout. On n'en parle même pas. Et donc, du coup, moi, en tant qu'être humain, je me dis, mais où est l'humanitaire dans tout ça? Où est l'humain dans tout ça? On n'en parle plus de ça. C'est que de la politique. En fait, l'humain est hiérarchisé. En fait, on est dans une société, dans les démocraties post-capitalistes, ultralibérales, l'humain est marchandisé. Et donc, à partir du moment où on est marchandisé, on est hiérarchisé en fonction de beaucoup de paramètres. J'ai envie de dire couleur de peau, mais je suis en train de changer de paradigme parce que quand tu vas au Royaume-Uni, il y a des Blancs qui vivent une misère, voilà, ils ont des maladies du Moyen Âge. Quand tu vois en Hollande, en Belgique, c'est des Blancs qui vivent voilà, des situations calamiteuses. Donc, je pense que c'est une erreur aussi de raisonner blanc, noir, etc. Et je reviens à mon raisonnement initial, qui est un raisonnement de classe. Il faut revenir aux bases. Hein, il faut revenir aux bases. Et je pense que il nous voit. Alors, il y a le choc des civilisations qui est en filigrane. Derrière ce choc des civilisations, il y a cette hiérarchisation par la classe sociale, parce que je pense que les classes sociales les plus aisées peuvent quitter les zones de guerre. Et il y a une hiérarchisation qui se fait aussi par ses convictions, politiques, ses convictions religieuses, etc. Et donc, on en vient à la radicalisation des radicaux. Absolument. Et dans la conférence que j'ai menée avec McLaughlin et avec Dounia Bouzar, deux spécialistes de la radicalisation et du terrorisme international, et McLaughlin, Canadien qui travaille à Liverpool, me disait il faut regarder la terrorisme database. Et quand tu vois ces statistiques et quand tu vois les nationalités, la plupart des radicaux, enfin des radicalisés, des terroristes, ne sont pas, en France, ils ne sont pas musulmans. D'ailleurs, Dounia Bouzar a quitté la mission ministérielle dirigée par Cazeneuve, me semble-t-il, ministre de l'Intérieur, parce qu'on lui disait mets de côté tes statistiques selon lesquelles une majorité de personnes qu'ils ont récupérées à la frontière, qui allaient vers, à l'époque, Daesh, n'étaient pas arabes, n'étaient pas maghrébins. Alors, il y avait des catholiques, il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait de tout. Et en fait, on en vient à cette radicalisation. Et la question que je me pose, est-ce que ce n'est pas ce qu'on cherche en réalité pour maintenir ce chaos contrôlé? C'est une question assez profonde quand même, parce que quand j'y pense au terrorisme, donc il y a deux choses que je veux dire, c'est que de un, je suis tout à fait d'accord que voilà, le terrorisme, on a l'impression que c'est la majorité des terroristes, c'est des Arabes et des musulmans, alors qu'on sait très bien que c'est pas le cas.
de point de vue statistique ou même de point de vue des études de terrain sur la pauvreté, sur les conditions au fait qui aboutissent au terrorisme. Mais au fait, personne ne veut en parler de ces choses-là parce que ça ne vend pas. Oui. L'image qu'on a envie de voir quand on Ça pense ne à... vend pas et ça vient déconstruire des stéréotypes. Exactement, exactement. Quand on pense à un terroriste, forcément, on va penser à quelqu'un, un musulman, un arabe, à une personne qui porte kafia. Donc, du coup, on n'a pas envie de penser à un blanc. La preuve en est, c'est que aussi aux États-Unis, on a beaucoup je ne sais pas si vous entendez parler en France, on a des fusillades dans les Oui, écoles. oui, ben, régulièrement. Eh ben, je peux te dire que 90% du temps, c'est un blanc. Et ce qui est très intéressant, c'est que si c'est un arabe ou un musulman, immédiatement, on est dans le contexte du terrorisme, alors que si c'est un blanc, on est dans le contexte de maladie mentale. Oui, oui, oui. Mais il n'y a pas très longtemps, alors c'est pas des tueries de masse comme vous en avez aux États-Unis, mais il n'y a pas longtemps en France, bon, l'actualité malheureuse, un jeune homme de 18 ans a renversé une gamine maghrébine selon la consonance de son prénom, et il a été présenté comme un garçon, tu vois, pas comme un jeune des quartiers. Le terme jeune, je l'ai étudié à maintes reprises. Le terme jeune et la métaphore de l'indicible, c'est souvent quand la loi Guy-Sorocar nous empêche de dire noir, arabe, juif, donc Oui, on oui. remplace. Voilà. Donc ils l'ont qualifié de garçon. Et le même phénomène, il se produit avec un noir, un arabe, un musulman avéré, c'est un jeune délinquant, etc., etc. Et donc, en fait, c'est les mêmes mécanismes. C'est ce que j'essaie d'expliquer, c'est que les classes dominantes fonctionnent de la même manière. C'est les mêmes mécanismes d'exclusion. Que tu sois noir, femme, quelle que soit ta minorité, les mécanismes d'exclusion sont les mêmes. Et si tu n'es pas exclu, ne te sens pas privilégié. C'est juste que ton tour n'est pas arrivé. Tu vois, ce que dans un autre registre, et peut-être qu'on en avait parlé par rapport à la langue française dans la précédente émission, il y a quelques années, on a rendu l'université française. En fait, c'était ce qui attirait le plus les francophones du monde, et à juste titre, Ah oui, c'est juste vrai. titre, on a d'excellentes universités en France qui ne coûtent pas cher, et c'est ça qui fait le charme, hein, parce que s'endetter pour 30 ans pour une université, ça n'a pas de sens. Et ben, les universités et certaines universités ont augmenté c'est une loi qui ont augmenté les tarifs universitaires et beaucoup de Français disaient bah ouais, c'est normal. Alors, ils n'étaient pas dans une logique globale. C'est ce que tu disais pour les Américains, Les hein. Américains. Ils regardaient par rapport à ce qu'ils ont dans leur poche, par rapport aux impôts, combien ils ont payé, combien leur gamin va payer, etc. Donc, on est prioritaire sur les autres. Sauf que les autres, c'est des produits finis qui arrivent dans ton pays. Tu vois ce que je veux dire? C'est Oui, des gens issus des classes souvent très élevées, qui ont une éducation très raffinée, qui appartiennent à une certaine bourgeoisie dans leur pays. C'est des gens carrés et ils sont prêts à l'emploi. Ça veut dire qu'ils vont te faire économiser 20 oui, ans. Tu vois ce que je veux dire? Puisqu'on ne veut plus former des cadres, on ne veut plus former de médecins, on ne oui. veut plus. Donc, si tu n'acceptes pas ces gens, ou si tu les acceptes en leur faisant payer le prix cher, eh ben, ils vont aller à Oxford, à Indonésie, ou tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, ils n'ont absolument. plus aucun avenir. Ce que disait une étudiante chinoise, rapport qualité-prix, moi, je m'inscris dans des universités asiatiques, les bibliothèques sont ouvertes H24. Mais je reviens sur le fait que beaucoup de Français étaient heureux et de dire, bah oui, ils sont étrangers, c'est normal de les faire payer. Quelques temps après, là, on est en train de... Ça a commencé, hein. Pour tout le monde, l'université va devenir un privilège. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Les prix sont en train d'augmenter un peu partout. Et les places sont se limitent comme peau de chagrin. Donc en fait, ce que tu acceptes pour l'autre, tu finiras par le subir. L'histoire contemporaine nous l'a prouvé à maintes reprises. Et j'en reviens aux études sur l'intersectionnalité. Mhm. Est-ce que toi, tu as des connaissances un peu plus poussées que moi à ce niveau-là? Est-ce que dans ces études-là, on parle de classe sociale? Et la classe sociale est-elle au milieu de toutes ces questionnements, de tous ces... Normalement, oui. Normalement, quand on regarde, même au sein du wokisme, quand on regarde les questions de race, ethnicité, genre, handicap, on regarde normalement les questions de classe sociale. Parce qu'en fin de compte, les discriminations se font
Par exemple, la discrimination se fait aux États-Unis contre, par exemple, les femmes noires qui sont handicapées de classe sociale, disons, classe sociale inférieure, disons. Et Ouais. donc, du coup, vraiment, on regarde ça. Mais ceci dit, j'avoue qu'on est plus centré sur les questions de race, ethnicité, et vraiment la classe sociale, vraiment, c'est vers la fin. Et même, je dirais qu'il y a la question de classe sociale qu'on oublie souvent, et il y a la question de citoyenneté qu'on oublie souvent aussi. Et ça, c'est important aussi, parce que la citoyenneté, c'est un privilège en soi aussi. Oui. Donc, on oublie ces deux-là. Tu veux dire quand on est étranger dans un pays? Mais au fait, oui, quand on est étranger dans un pays, par exemple, moi, je suis immigrante aux États-Unis, donc c'est vraiment une question différente et ça se voit. Je parle très bien l'anglais, mais quand je parle anglais, j'ai un accent. De toute façon, j'ai la tête d'une arabe de toute façon. Donc, du coup, vraiment, quand on parle de intersectionnalité, les deux choses dont on n'en parle pas souvent, normalement, dans le milieu académique, oui, mais on l'oublie ou c'est plus du côté, c'est les questions de citoyenneté et les questions de classe sociale. Et je suis tout à fait d'accord avec toi que vraiment la question de classe sociale, c'est l'élément qui unifie ce genre de choses, ce genre de questions. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on passe à l'humanitaire, si tu veux bien. Hum. Alors, je sais que le Liban, c'est un petit pays, accueillant certes, mais petit. Et après la Nakba, il y a eu des installations, j'aime pas Exode, etc., des installations de Palestiniens au Liban. Après ce qui s'est passé en Syrie, je ne sais plus comment le qualifier. Ce qui s'est passé en Syrie, bah, il y a eu des Syriens qui se sont réfugiés au Liban. Ouais. Et maintenant, les Libanais sont en situation de demander au secours. Donc, comment s'organisent les ONG? Comment est-ce qu'on hiérarchise l'aide? Alors, je sais que non, mais comment on fait? Je sais, enfin, c'est une vraie question. Comment font les ONG sur place? Est-ce que l'État peut aider les ONG sur place? Est-ce que à l'international, on aide les ONG sur place? Est-ce que les ONG qui sont sur place sont crédibles réellement? Puisqu'on a appris avec sur l'Afrique. On voit pas, voilà, que beaucoup d'ONG sont là pour d'autres activités que l'humanitaire. Donc, est-ce que Israël participe? Est-ce que des ONG israéliennes humanitaires de gauche participent à l'aide qui s'organise au Liban et en Palestine? Et la question de l'aide en Palestine, au Liban, c'est très différent. Donc, du coup, le Liban, vraiment, c'est un pays qui est très, très petit. Donc, on est à 10 452 km². On peut faire le tour du Liban, le nord-sud, en 2 heures. Donc, du coup, c'est vraiment petit. À savoir que le Liban a la plus grande concentration de réfugiés dans le monde. On est à 400 000 réfugiés palestiniens, mais on est à 1,5 million de réfugiés syriens. Et il y a encore un chiffre de réfugiés du Soudan. On n'en parle pas beaucoup, mais en gros, tout ça pour dire que du Soudan, du Soudan. Et en fait, les Soudanais, ils étaient venus au Liban du temps du Darfour. Donc, du coup, quand il y a eu les génocides, c'est pas vraiment maintenant, alors que maintenant, le Soudan encore. Pourquoi le Liban? Comment? Pourquoi le Liban? Au niveau de la proximité, il y a, enfin, plusieurs raisons. L'Égypte n'en voulait pas. d'accord. Les frontières libanaises sont non existantes, presque. À l'époque, avant 2020, le Liban, c'était un pays qui était cher. Et donc, du coup, travailler comme main-d'œuvre au Liban, donc avoir, disons, 100 dollars le mois, ça rapportait beaucoup d'argent. Ça faisait rentrer beaucoup d'argent pour le Soudan. Mais aussi, il y avait beaucoup d'organisations humanitaires qui aidaient les Soudanais chrétiens. Parce que donc le sud du Soudan, tout ça, donc il y avait une minorité. Et donc, ceci pour dire que vraiment, le Liban, il y a un grand fardeau. J'aime pas utiliser le mot fardeau parce qu'on parle d'être humain, mais en réalité, je pense en termes économiques, je pense en termes d'espace, je pense en termes d'environnement, parce que quand même, ces réfugiés et ces déplacés, je pense en termes de pollution. Et donc, du coup, vraiment, déjà, le Liban, c'était vraiment au maximum en termes d'aide pour les réfugiés.
dans le sens où c'était vraiment devenu un fardeau. À rajouter qu'on a un État corrompu qui bouffe tout l'argent des gens et un État dans lequel les ONG, parce que tu as parlé des ONG, ont aucune confiance. Donc même l'Union européenne, elle dit non, non, on va plus aider l'État libanais parce que l'État libanais prend l'argent des gens. On va aider les organisations sur le terrain parce que vraiment, il y a des organisations qui sont crédibles, qui font du bon travail. Je pense par exemple à la Croix-Rouge libanaise. Et d'ailleurs, je profite pour demander aux gens de faire des dons à la Croix-Rouge libanaise. Mais vraiment, il y a des gens qui font un bon travail sur le terrain, des organisations qui font un bon travail sur le terrain. Ceci dit, ces organisations humanitaires, au fait, elles montent la tension entre les Libanais et les réfugiés. C'est-à-dire? Parce que l'État libanais et le peuple libanais, ça fait des années, on demande le retour des réfugiés syriens. Parce que Chez eux, tu veux dire? Chez eux. Parce que la Syrie, aujourd'hui, la Syrie est beaucoup plus sûre aujourd'hui que le Liban. Ça, c'est clair. Les zones de sécurité en Syrie sont beaucoup plus disponibles qu'au Liban. En plus, on a une crise démographique au Liban. Pour chaque 4 bébés syriens nés, il y a un bébé libanais. Donc vraiment, on est dans le changement de la démographie du Liban. À savoir, il y a un grand remplacement qui s'installe. Un grand remplacement. Et justement, on parle de ça. On parle de politique de remplacement qui est encouragée par les Nations Unies et l'Union européenne. Pourquoi? L'Union européenne ne veut pas des Syriens musulmans. Ce qu'on fait, on les laisse au Liban. Le Liban, depuis des années, supplie pour pouvoir négocier avec Bachar el-Assad pour la rentrée. Ne veulent pas de Syriens musulmans ou ne veulent pas de Syriens chrétiens? Ne veulent pas de Syriens. L'Union européenne? Oui. La majorité des Syriens réfugiés au Liban sont musulmans. Les chrétiens sont partis ailleurs. Je te dis pourquoi. La majorité des Syriens chrétiens, ils sont de classe sociale aisée. Alors que la grande majorité, les millions, 1,5 million au Liban, c'est de la majorité, la plupart, c'est des musulmans sunnites, mais en plus, c'est des pauvres. La Syrie veut obliger le Liban, c'est une carte, veut obliger le Liban. La Syrie a toujours gardé l'œil sur le Liban pour une histoire d'annexation. Tu sais, parce que le Liban faisait partie de la Syrie jusqu'en 1920. Et donc, du coup, la Syrie a essayé l'occupation, ça n'a pas marché. La plus simple des choses, c'est la démographie. Pour chaque 4 bébés syriens nés, il y a un bébé libanais qui est né. On a beaucoup de Libanais qui le Liban, que ce soit musulmans, chrétiens, mais vraiment de la classe aisée, éduquée, quitte. On se fait remplacer par des Syriens qui peuvent normalement rentrer chez eux, mais l'Union européenne ne veut pas d'eux. L'Union européenne force le Liban à accepter les réfugiés syriens parce que le Liban ne peut pas négocier directement avec un dictateur sous peine de sanctions. Et donc, du coup, on a une grande masse de réfugiés syriens qui sont au Liban. L'hypocrisie dans tout ça, c'est qu'on a en 2020 l'inflation au Liban avec la dévaluation de la livre libanaise à 90%. L'hypocrisie dans tout ça, c'est que le Libanais peut gagner aujourd'hui 20-30 $ le mois, je donne un chiffre, hein, à savoir que les Syriens, ils sont aidés par des organisations humanitaires internationales. Souvent, ils ont des cartes de crédit et ils peuvent retirer de l'argent à 200-300 $. En gros, il n'y a aucun intérêt à rentrer en Syrie. Aucun intérêt à rentrer en Syrie parce qu'ils sont aidés par des organisations. Ils ramènent de l'argent plus que les Libanais chez eux. Et je sais que ce discours, j'ai l'impression d'être de droite, mais ça n'a rien à voir parce que la réalité sur le terrain du Liban maintenant requiert vraiment une stratégie de redistribution de réfugiés parce que c'est devenu vraiment un fardeau. On est vraiment, le sud Liban est inhabitable maintenant et on est dans la mentalité de les Libanais, ils n'arrivent pas à trouver de logement. Et ben maintenant, à ce moment-là, on va se dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et là, je peux le dire, on dirait que je suis de droite, je ne suis pas de droite, mais parce que je vois une politique à long terme qui cherche vraiment à anéantir le Liban totalement.
pour que le Liban disparaisse en tant qu'une entité. Et donc, du coup, les réfugiés au Liban, je ne parle pas des Palestiniens, pas du tout, je parle spécifiquement des Syriens, ils doivent rentrer chez eux. Et le problème, ça crée des tensions entre les Libanais et les Syriens et ça crée une compétition au niveau de l'aide sociale et qui va avoir accès à cette aide. Ah ouais. Ouais. Oui, oui, c'est pas, non, je pense pas que tu sois de droite, mais je pense que la situation est est tellement compliquée au Liban. Ce que tu essayes de dire, c'est que les gens qui ont bénéficié d'une certaine paix au Liban doivent maintenant céder la place à ceux qui en ont le plus besoin. Bon, ou que d'autres pays voisins acceptent la circulation de ces réfugiés et du coup qu'on transfère les aides dans les pays voisins étrangers qui accepteraient de les accompagner. Bah, je ne pense pas que ça va se faire. De toute façon, je veux reconnaître qu'il y a des gens, des Syriens qui ne peuvent pas rentrer chez eux à cause de leur opinion politique. Il y a eu beaucoup qui ont fui le service militaire, sauf que le dictateur Bachar el-Assad, il a récemment voté une loi d'amnistie qui permet à ceux qui ont fui à cause du service militaire de rentrer chez eux. Bon, est-ce qu'on a confiance? On peut discuter de ça. Mais il y a beaucoup de Syriens, en fait, qui sont au Liban, mais qui rentrent chez eux pour les vacances et reviennent au Liban. On ne peut pas être réfugié comme ça. Soit on est réfugié parce qu'on ne peut pas rentrer chez soi. Et donc, Ouais. du coup, vraiment là, et l'État libanais est presque inexistant. Et donc, du coup, c'est vraiment une situation de fardeau. Les Libanais n'en peuvent plus. Vraiment, les Syriens doivent rentrer chez eux. Et moi, j'ose même dire que je suis pour la naturalisation des Palestiniens réfugiés au Liban. Ça, c'est pour dire que voilà, ce n'est pas un discours anti-réfugiés, c'est un discours pour une bonne stratégie de solidarité, au fait, de solidarité avec les Libanais. La boucle est bouclée. On avait commencé cette émission en parlant de l'effacement du gouvernement libanais. Et l'émission touche à sa fin et on parle, sans l'avoir programmé, de l'effacement du gouvernement libanais. Bon, Mireille, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je te laisse le mot de la fin. Merci, Wajid. C'est toujours un plaisir, quoique les circonstances, j'aurais bien aimé que ce soit dans d'autres contextes. Ceci pour dire que voilà, je m'inquiète énormément pour le Liban. Mais quelque part, je me dis que le pays des cèdres, c'est un pays éternel. Et donc, du coup, ça me rassure quelque part que mes angoisses, c'est que des angoisses et que le Liban va durer jusqu'à la fin du temps. Voilà. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Wajid. À très bientôt. Merci. Au revoir. Et la prochaine fois que tu reviendras, ce sera pour parler de quelque chose de plus joyeux. Inch'Allah. Merci, Wajid.